Bon, on est devant l'hôtel de ville là. C'est pas pour prendre la mairie tout de suite, on a encore un peu moins d'un an pour ça. C'est parce qu'il y a la manif des WN, ex-Whirlpool, qui doit arriver là. Et puis aussi, c'est pour que je remette mon exemplaire CERFA, signature d'ADP, comme ça passe pas par internet, je vais aller à la mairie directement. Les WN, ils arrivent ici et il va y avoir entre autres des salariés de Naples. Parce que leur usine, Indesit, mais bon, c'est une marque locale, mais c'est Whirlpool, est en train de fermer à Naples. Moi, ça fait 2002, tu vois, ça fait 17 ans. J'écrivais un papier qui s'appelait La mondialisation près de chez vous sur Whirlpool Amiens, où je décrivais déjà comment les usines, elles jouaient un espèce de jeu de chaises musicales entre l'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne et la Slovaquie, et ainsi de suite. Et comment on fermait. Alors, le bilan total, grâce à cette Europe-là, c'est qu'en 1989, dans l'Europe des 12, donc la petite Europe de l'Ouest, mais il y avait 38 usines Whirlpool. C'est-à-dire que quasiment en France, tu avais une usine de lave-linge, une usine pas encore de sèche-linge, mais une usine de frigo, et ainsi de suite, pour le marché local, national. Et là maintenant, en 2016, tu avais 7 usines Whirlpool. Amiens a fermé, Naples est en train de fermer. Donc pour la grande Europe, tu as divisé par 4, 5, 6 le nombre d'usines. Pourquoi? Parce que notamment le coût du transport est quasiment nul en Europe et on a construit des immenses autoroutes qui permettent de tout produire dans des immenses sites en Europe de l'Est et de nourrir tout le marché européen avec ça. Donc là, il va y avoir des témoignages à la fois de salariés, l'international à Amiens, quoi, tu vois. Il faut passer au Margate, non? Moi, bon, tu vois, ce truc-là, cette histoire de corne-cul, d'abord, est-ce que je suis surpris? Non, je ne suis pas surpris. Quand tu es habitué à vivre dans un château, bah, tu transformes là où tu arrives en château, c'est normal, tu mènes une vie de château, c'est normal. Bon, il y a une appartenance de classe qui est comme ça. Et surtout, je voudrais, même si c'est drôle au fond, je voudrais le prendre avec gravité. Je voudrais me souvenir de Kim et Esther à Montpellier et de cette jeunesse qui se lève pour le climat. Hier, j'étais dans le Doubs, j'y reviendrai pour la loi sur les sites classés. Qu'est-ce qui apparaît dans le Doubs? On dit, grosso modo, c'est comme si tous les jours, on descendait vers le sud de 10 mètres. Ça représente 40 km par an. 365 fois 10 mètres. Attends. 36 km 5. Ouais, c'est ça. Près de 40 km par an. Comme si ça. Et on nous dit, aujourd'hui, c'est le climat de Lyon il y a une décennie. Dans une décennie, ça sera le climat d'Avignon. Et dans une décennie encore, ça sera le climat de la Toscane. Dans une décennie supplémentaire, ça sera le climat de la Grèce. C'est un météorologue qui est venu et qui a expliqué ça. Ça a des conséquences, c'est que les hêtres, par exemple, ils ne vivent plus dans le Jura, ça va être bien compliqué. Ou alors il va falloir que ça soit sur les pentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'eau, il y a moins d'eau. Et parce que aussi, il leur faut une température plus fraîche. Mais de la même manière, l'eau s'est réchauffée aussi. Plus 2 degrés. Apparemment, le réchauffement de l'eau est supérieur au réchauffement de l'air. Et ça a des conséquences sur les poissons. Il y avait un gars qui était là qui me disait, bon, ici c'était interdit, mais quand j'étais môme, on venait pêcher la truite et les ombres. C'est fini, il n'y a plus de truite, il n'y a plus d'ombre. Entre autres à cause du réchauffement, mais aussi parce qu'il y a des algues qui ont poussé à l'intérieur et qui fait qu'il n'y a plus d'oxygène pour les poissons et c'est le glyphosate, mais aussi par exemple la culture des arbres là-bas qui sont coupés, y compris l'hiver, parce qu'il faut rentabiliser. Ça fait qu'on met plus de produits chimiques pour les couper l'hiver et qui se gardent quand même, et ça se déverse dans les nappes phréatiques et ça arrive dans la flotte. Voilà la situation. Voilà la gravité de la situation. Alors si on généralise, en ce moment les espèces disparaissent 1000 fois plus vite qu'avant l'ère industrielle. 1000 fois plus vite. On est face à ce défi-là. Franchement, oui, De Rugy doit démissionner. Mais pas pour une histoire d'appartement ou pour une histoire de homard. Il doit démissionner parce que c'est une blague d'avoir De Rugy comme ministère de la Transition. Évidemment qu'il n'est pas à la hauteur. Mercredi prochain va passer l'accord sur le libre-échange avec le Canada. Et le Mercosur doit venir dans la foulée. Nicolas Hulot l'a dit très clairement, ça ne sert à rien de mettre 3 éoliennes dans un coin si à côté de ça, vous faites des accords de libre-échange qui sont la cause de notre malheur. La cause du malheur des salariés de Whirlpool, la cause à Amiens, de Whirlpool à Naples, et la cause aussi, une des causes majeures de ce réchauffement.
Donc, oui, je veux la démission de Rugy, je veux la démission de Rugy depuis qu'il a été nommé. Voilà, je la réclame. Pourquoi? Parce que déjà, il ne voulait pas être ministre. Il était ministre malgré lui parce qu'il était mieux à l'hôtel de l'AC, il était peinard, mais on lui dit attention, c'était pour la moitié d'un mandat, on va vous demander de démissionner. Ah bon, bah si c'est comme ça, je vais aller faire ministre. Si vraiment vous voulez que je sois ministre, je vais le faire. Mais y aller à reculons. Mais quand on voit ce qu'est François de Rugy, ça veut dire qu'on n'a aucune ambition pour l'écologie quand on le place à ce ministère et qu'on dit qu'il est numéro 2 du gouvernement. C'est évident. Donc, oui à la démission de Rugy, mais moi je dirais oui à la démission de ce gouvernement, de toute façon. Et il y a un combat aujourd'hui sur quelle écologie on veut. Écologiste, tout le monde va l'être. Tu vois, de Rugy, tout le monde va être écologiste. Mais quelle écologie tu veux? Est-ce que tu assumes une écologie de rupture avec le libre-échange pour aller vers la relocalisation, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça va se faire parce que tu imposeras une taxe kilométrique, parce que tu useras des frontières, tu useras des barrières douanières et ainsi de suite. Est-ce que tu assumes une écologie qui n'est pas pour la croissance, qui rompt avec la croissance, qui se dit bon bah finalement le gâteau des richesses il est déjà assez gros comme ça, maintenant il faut juste mieux le répartir. C'est-à-dire une écologie aussi de l'égalité contre l'inégalité. C'est ça. Moi je demande la démission de Rugy parce qu'il est d'une écologie antipopulaire et qui n'assume pas ces ruptures-là. Aujourd'hui, on a besoin d'une écologie de rupture. Donc voilà. Je le disais, j'étais hier dans le Doubs. Allez, ça va être une longue page culturelle là, que je te propose. On était hier dans le Doubs. Entre autres, on est passé au musée Courbet. J'ai eu un échange avec... Oh, je laisse tomber le musée Courbet. Allez, c'est pas grave, tant pis. Je connais pas. Je suis à combien de minutes là déjà? Tu connais pas quoi? Le musée Courbet. Mais tu vois qui est Courbet? Non, c'est qui Courbet? C'est un peintre? Un joueur de tennis australien, non? Non, tu vois pas ou tu vois vraiment ou pas? Non, ça te dit rien? Non, moi je fais S. Putain, mais tu vois, je vais être obligé de m'adresser à mon caméraman comme Jean-Marie Le Pen, quoi. Bon, bah, j'y vais, je suis obligé de passer par la page culture, là, Sylvain. Bah oui, tu me laisses pas le choix, quoi. Non. Courbet. Alors moi, comment je suis entré en sympathie avec Courbet? Je suis un grand fan de Jules Vallès, de la trilogie de Jules Vallès, L'Enfant, Le Bachelier, L'Insurgé. Et dans L'Insurgé, il raconte la Commune. L'Insurgé n'est pas complètement fini, c'est plus ou moins des bouts, je crois qu'il n'a pas dû avoir le temps de le terminer, mais ça reste excellent quand même. Et dans les personnages de la Commune, il y a Courbet, qui à ce moment-là est élu, je crois qu'il doit être élu à la culture ou quelque chose comme ça, et il y a la chute de la colonne Vendôme, qui apparaît aux Parisiens communards comme un symbole de l'oppression, et donc ils la font tomber. Donc, et Courbet est l'un de ceux qui participent à ça. Après, il va être jugé. Il va être condamné pour ça il va être endetté, mais pour plus que sa vie, à rembourser la colonne Vendôme. Du coup, il va s'exiler en Suisse. Bon, voilà mon point de sympathie avec Courbet. Ensuite, tu vois, l'œuvre de Courbet, c'est l'œuvre d'un punk de l'époque qui leur dit « je vous emmerde », quoi. Qui par exemple se représente, bonjour Monsieur Courbet, c'est un tableau où il se représente croisant son mécène, je me souviens plus de son nom, mais sur la route de Marseille, et alors que normalement le peintre ne se représente pas dans son tableau, et en tout cas pas en compagnie de son mécène, il fait les tableaux des mécènes, c'est une tradition picturale depuis le Moyen-Âge, les Vermeer, tous les tableaux hollandais et ainsi de suite, on peint les mécènes, les rois, les reines d'ailleurs, ce sont les mécènes aussi, bon, et on les peint. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Même plus que Goya ne l'avait fait dans Les Ménines. Les Ménines était une représentation de son mécène à cette époque-là, mais il se place dans un petit coin, Goya. Là, non seulement il se met au milieu, Courbet, mais c'est le mécène qui enlève son chapeau devant l'artiste. Parce que finalement, l'art est plus important que l'argent. L'art domine l'argent. Et on voit Courbet, la barbe en avant, fier de lui, et qui dit « je vous emmerde ». C'est ce qu'il vient dire, ce tableau-là. On n'a plus les codes aujourd'hui pour décoder les tableaux, comme ça a été le cas pendant des siècles, parce que pendant des siècles, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, c'est la télé qui domine, mais pour décoder des images. Et ce qui fait que cette image a choqué, parce qu'on voyait le peintre au milieu face à son mécène, droit et le regardant comme ça. Et c'était un choc. Un autre choc, c'était la toile, un enterrement à Ornans. Dans un enterrement à Ornans, alors c'est une toile gigantesque, à tel point que, comme il l'a peint sur place, là où on était hier, dans le Doubs à Ornans, il a dû la découper en 3, la rouler pour la faire voyager. Ce qui fait qu'encore maintenant, quand tu vas au musée d'Orsay, tu vois les coupures à l'intérieur du tableau.
Et donc il fait cette toile qui représente un enterrement à Ornans. Tu vois, là, il n'y a pas de triche sur la marchandise. Et il la présente aux gens d'Ornans. Ils sont plutôt contents. D'ailleurs, hier, l'adjoint à l'agriculture d'Ornans me raconte qu'il y a eu la queue devant son atelier pour qu'il y ait des modèles qui viennent se proposer, et on était fiers d'aller être dans la toile de ce monsieur, de ce jeune monsieur Courbet. C'est le bicentenaire là, ils m'ont remis un timbre. Oh, je me demande, j'ai filé tout à l'heure. Ils m'ont remis un timbre, c'est marrant parce que maintenant tu fais des visites comme ça, tu es accueilli toi aussi comme un notable, et on te fait passer à l'hôtel de ville. Alors évidemment là-bas c'est comme ici Jules Verne, tu vois, tu as le restaurant Le Courbet, tu passes par la place Courbet, tu te gares sur le parking Le Courbet, et tu as des oriflammes le long des rues avec bicentenaire Courbet 1819-2019, et on m'a remis donc le timbre Courbet dans l'une des salles de l'hôtel de ville où se trouvait une petite reproduction justement de l'enterrement à Ornans. Donc dans un premier temps, cette toile est accueillie avec fierté par les habitants quand elles viennent la voir. Et puis elle circule, à Dijon elle est bien accueillie, tout ça, et elle arrive à Paris. Et à Paris, là, ça va pas du tout la toile. On trouve que c'est d'une laideur, c'est un scandale, les critiques sont choqués, la bourgeoisie parisienne est choquée. Alors il y a tout un bouquin de Timothy Clark, Une image du peuple, qui se demande pourquoi ce choc. Alors, une hypothèse, c'est que jamais on n'avait vu le peuple aussi grand dans un tableau. Tu vois, et là, ils sont représentés à l'égal des rois, des reines, des saints. Bon. Mais il y a une autre hypothèse que suggère Timothy Clark, c'est que, en fait, la bourgeoisie parisienne, qu'elle soit une bourgeoisie d'art ou d'argent, mais elle veut flirter avec l'aristocratie. Et là, quand elle voit ses tronches sur le tableau, en fait, c'est elle 2 générations en avant. Ils sont, parce que c'est pas le peuple vraiment, il y a pas mal de notables ruraux sur ce tableau, mais qui ont des gueules, tu vois. Il y a des gens qui ont des gueules, ça se voit quand on est dans des manifs et tout ça, il y a des gueules. Ils ont des gueules. Ils disent mais ils sont laids. Pourquoi ils sont laids? Parce qu'ils rappellent ce qu'ils étaient 2 générations auparavant et qu'il faut absolument qu'ils oublient. Tu vois, c'est bon. Et donc, ceci dit, il y a ce scandale à Paris, et le scandale, il bruit et il arrive comme une rumeur jusqu'à Ornans. Ce qui fait que les gens d'Ornans qui avaient vu la toile dans un premier temps et qui avaient dit bah, c'est pas mal, hein, bravo monsieur Courbet, et bien là il dit mais c'est quoi ce truc? C'est une tronche, mais c'est dégueulasse, on n'est pas laid comme ça, c'est horrible, c'est atroce. Et leur propre image leur revient comme un boomerang. Et d'où une cassure là entre Courbet et les gens d'Ornans. Alors l'adjoint à la culture avait d'autres hypothèses. Courbet revenait de Paris avec ses mœurs, un peu bohème, il faisait la fête jusque tard dans la nuit. Bon, à tel point que il y a eu un désamour entre Courbet et Ornans, à tel point qu'il a offert sans doute à cause de ses positions politiques pour le moins avancées. Il était contre l'Empire, Courbet, hein. Il était socialiste, utopiste, bon voilà. Et Courbet à un moment offre une sculpture, je l'ai appris hier ça, il offre une sculpture d'un pêcheur de Chavaux. Donc un pêcheur, un petit pêcheur, un genre le Mannequin Peace. Mais résultat, il est à poil en train de pêcher le gamin. Tu vois? Le genre d'Ornans se dit mais c'est quoi ça? Tout nu. Et ils vont pour lui mettre un short. Ils lui mettent un short. Mais même avec un short, ça passait toujours pas. Et ils ont rendu la sculpture à Courbet. T'imagines si on fait ça avec beaucoup de tableaux, la fortune qu'elle a perdue, la commune d'Ornans. Bon, et donc voilà, le Mannequin Peace, ils te l'auraient rhabillé eux aussi. Bon, mais en fait, c'est la cause, c'est le désamour entre Courbet et Ornans, à mon avis, avec l'enterrement à Ornans qui se trouve au cœur du sujet. Bon, alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je suis allé là-bas pour quelque chose sur les sites classés, tu sais, la loi sur les sites classés, et il se trouve que c'est une loi de peintre. Mais je vais pas déborder parce que sinon on n'a pas terminé. Mais c'est une loi qui est née par les peintres. On a combien de minutes? 16. Tu peux le regarder aussi si tu veux. Bon, allez, je le fais brièvement. C'est donc la loi sur les sites classés. Le Mont-Saint-Michel, l'île de Bréa, la baie de Somme, des tas de coins comme ça, en fait, elle est née d'un combat dans le coin là-bas, aux sources du Lison, qui est une rivière où il n'y a plus de truites et plus d'ombre. Ce qui se passe, c'est que un industriel, pour son moulin, veut amener de l'électricité et veut mettre des canalisations dans les sources. Et là, les habitants se révoltent. Et ils trouvent l'appui d'un gars qui s'appelle Charles Bocquier et qui est un esprit avancé
il va être président de la Ligue pour les oiseaux, pas surtout, hein. Par exemple sur les femmes, il n'est pas du tout un esprit avancé, hein. Mais il se trouve qu'il a écrit une thèse, enfin, ou des gros papiers, sur l'évolution de l'art. Comment l'art auparavant s'intéressait aux figures et maintenant il s'intéresse à la nature. Tu vois, et en fait, il va y avoir une loi, la loi Bocquier, de protection des sites, qui est une loi de peintre. Au départ, on nous l'a expliqué hier, c'est l'école de Barbizon qui veille, une école de peintre, à la protection d'un certain nombre de sites naturels. Et il va y avoir Bocquier qui, et dans la loi, c'est dit, les sites qui ont un intérêt artistique ou pittoresque. Il faudrait regarder si pittoresque, tiens, tu veux pas faire ça, Brigitte? Tu veux pas regarder si pittoresque, l'étymologie de pittoresque serait pas liée à tu vois, à pictural, à quelque chose comme ça, qui doit être peint. Et donc voilà, donc c'est pour dire que le regard artistique, c'est quelque chose qui peut aussi amener à la société, parce que la protection de sites classés, elle s'est faite au départ par l'art, par la peinture, par ce qui mérite d'être peint, tu vois. Et voilà, pittoresque, on me dit, digne d'être représenté en peinture. Et donc voilà, c'était les sites pittoresques qu'il fallait préserver. Et donc aujourd'hui, Macron remet en cause cette loi sur les sites classés. Moi, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait se demander comment les 98% du pays qui ne sont pas classés, on les protège. C'est pas on les conserve sous cloche, mais on les protège pour qu'ils ne deviennent pas laids et sans poissons, sans air respirable, sans oiseaux et ainsi de suite. Donc plutôt que de supprimer une loi qui protège les 2% du territoire français, il faudrait se demander comment on amplifie cette loi et on amène à préserver nos vies, nos villes et ainsi de suite. Bon, sans transition, ma Marseillaise, c'est le 14 juillet dans 2 jours. Hein. C'est le 14 juillet dans 2 jours et moi ce que j'ai noté au 14 juillet, c'est que ça n'est pas fêté de manière révolutionnaire. On ne se souvient pas de la Révolution française. Je vais aller au discours du maire d'Abbeville à Ville. C'est original. Mais il ne va pas dire un mot de la Révolution. Il va y avoir des sapeurs-pompiers, il va y avoir des gendarmes, il va y avoir les anciens combattants. Et très bien, tu vois, moi j'aime bien ce côté-là aussi. Mais pas un mot sur le 14 juillet. Pourquoi? Parce qu'il faut que les tenants du pouvoir aujourd'hui ils fassent oublier, on le célèbre, mais il faut le faire oublier ce 14 juillet en même temps, tu vois. Et donc là, la Horde, un groupe punk des années 80, m'a proposé de réenregistrer ma Marseillaise. Donc j'ai un peu réécrit ma Marseillaise. D'abord, j'espère que ça va plaire à ma fille, Ambre. Parce que finalement, tout ce qu'elle aura retenu de mon mandat pour l'instant, c'est Calais de fric qui reprend Sortez le carnet de chèques avec Agnès Buzyn sur son mode à lui, quoi. Donc bon voilà, donc ça prouve que ça permet de faire passer de la politique auprès d'un autre public, ne serait-ce que ma fille de 8 ans. Bon, et je pense que, alors on va dire, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait Ruffin? Il devrait être à l'Assemblée sur les bancs en train de voter des amendements. Non, je suis pas là pour ça, moi. Je suis pas là que pour ça. Ok, s'il y a des moments comme mercredi, la bataille démocratique, elle se déroule dans l'Assemblée parce que c'est le CETA qui est au programme, j'y suis et je me bagarre. Mais je suis là pour animer la vie démocratique. Et animer la vie démocratique, ça passe pas seulement par avoir le cul posé dans l'hémicycle du matin au soir. Ça peut passer aussi par faire des films. Ça peut passer aussi par faire des chansons. Ça passe par faire des lois, mais pas toujours que, ou des amendements, parce que les lois on les fait pas, mais pas toujours. Tu vois. Et donc je pense que, j'espère que ce petite chose-là participe de la vie démocratique, c'est-à-dire aussi de comment les gens ne se découragent pas. Là, les messages que je vois sur YouTube, c'est ah ben vous m'apportez un rayon de soleil ce matin. Bon ben voilà, tu vois. C'est comment on fait dans un temps qui est un temps de ressac, qui est un temps où on sait que l'avenir de long terme, ils sont en train de nous cramer la planète. L'avenir de court terme, Macron a gagné les européennes ou comme il est face à Marine Le Pen ou juste derrière, ça lui convient très bien et pas glorieux. Bah, dans ce temps-là, c'est comment tu fais respirer les gens et comment tu continues à espérer. Et j'espère que ça y participe. Qu'est-ce que j'ai raconté d'autre? Sinon, ah ouais, si, dernier conseil. Vraiment, c'est un bulletin spécial culture. J'ai vu la Palme d'Or. Tu vois, moi, je vais toujours voir les films. Je sais rien. J'ai même pas lu et j'ai raté le titre. En plus le titre il est apparu à l'écran, je l'ai raté, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai juste vu, comme je savais pas du tout ce que c'était, j'ai juste vu que ça n'avait pas été tourné en Picardie, il y avait que des noms asiatiques, tu vois, et puis il y avait des idéogrammes, donc j'ai vite deviné que c'était pas un film français. Donc film sud-coréen qui s'appelle Parasite, donc je l'ai vu à la sortie. Parasite au singulier je crois, et c'est extra, c'est extra. Alors évidemment quand on est ce qu'on est, on peut y porter un regard de classe. Ce sont les servants
contre la bourgeoisie, et il y a une révolte. Mais surtout, c'est drôle, c'est plein de suspense, c'est pas un discours, c'est de l'art. Il n'y a que les 5 dernières minutes que je regrette un peu, mais enfin, allez-y, vous passerez un super moment, et je pense qu'aussi ça apporte un peu d'intelligence que d'aller voir Parasite. Tu vois, il y a des fois, on peut sortir des œuvres qui sont méconnues, mais il y a des moments, il y a des œuvres qui ont été reconnues, et tant mieux si elles l'ont été. Peut-être que ça participe d'une certaine autonomie du chant, tu vois. C'est Bourdieu qui avait lancé ça à propos du 19e siècle, et notamment des œuvres de Flaubert sur les règles de l'art, l'autonomie du chant, c'est-à-dire que tu laisses les acteurs du chant se juger eux-mêmes. Et c'est pas toujours aux médias ou au grand public de juger ça. Et là, Cannes, avec tous les défauts, tapis rouge, paillettes, strass, machin que tu peux voir, mais c'est quand même le chant qui juge le chant. C'est-à-dire des réalisateurs qui choisissent d'attribuer un prix à un autre réalisateur. Et en l'occurrence, ils vont le filer à un sud-coréen qui n'est pas le film qui doit faire le plus d'entrées grand public, a priori, tu vois. Mais de la même manière, pour faire une petite pirouette, mais Courbet a été un créateur de l'autonomie du chant. Quand il se présente en avant avec sa barbe et qu'il leur dit « je vous emmerde », tu vois, c'est l'autonomie du chant. C'est au peintre de juger qui est un bon peintre. Et c'est pas à la bourgeoisie de décider, parce qu'elle va payer cher, qui est le meilleur peintre en ce moment. Voilà ce qui est l'autonomie du chant. Bon. Moi j'ai l'autonomie du chant avec un T, parce que je suis quand même un très mauvais chanteur, tu vois. Il faut quand même le dire, que ma prof de musique me mettait tout le temps 0 en chant en 6e. Tu vois, son nom me revient, la Madame Duquesnoy, tu vois, je crois. Et elle me mettait toujours 0 en chant. Et mes parents sont allés la voir aux réunions parents-prof, là. Et elle croyait que je me moquais d'elle, tellement j'avais une mauvaise voix. Mes parents lui disent non, c'est pas pour se moquer de vous, c'est vraiment comme ça, quoi, sa voix de crécelle. Et donc elle me mettait 1 pour ma bonne volonté.